Bonsoir chers téléspectateurs. Merci à vous de nous retrouver sur Canal 2 International pour ce nouveau numéro de votre émission Le Monde Inconnu. Au programme ce soir, vous aurez votre chronique qui sera proposée en deux parties. La réflexion, la page pratique, le SOS téléspectateur. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Glipote, qui est le concepteur de cette émission, de nous dire de quoi il est question ce soir. Professeur Emmanuel Glipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé. Alors ce soir, nous allons parler de vieille âme et réincarnation. Parce qu'il faut aller dans tous les contours. On ne peut pas parler de réincarnation sans parler de l'âme. Et on ne peut pas parler de l'âme. On laisse la chose comme ça. Il faut qu'on établisse quand même, peut-être pas la hiérarchie, mais comment les choses se passent avec l'âme. Donc ce soir, nous allons voir comment les choses se passent avec l'âme. Et puis en deuxième partie de la chronique, nous allons revenir sur la volonté, la maîtrise de la pensée. Voilà. D'accord. On va démarrer avec la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 60. Vieilles âmes et réincarnation. Tout en restant dans le décryptage de la réincarnation, permettez-nous de revenir sur le phénomène de l'âme pour aborder la question de vieille âme. D'abord redéfinissons l'âme. Du latin, l'âme, c'est anima, qui veut dire souffle, respiration. Nous avons dit qu'elle est à la fois le principe vital et spirituel, l'immanent ou transcendant. C'est cet épiphénomène qui anime le corps d'un être vivant, humain, animal ou même végétal. C'est ce souffle que nous avons eu à plus d'une fois qualifié de souffle de vie, voire souffle respiration qui aurait en métonymie le mot âme. Autrement dit, l'âme se désigne couramment comme étant l'être vivant lui-même. Ou alors, ce qui anime le corps physique en tant que principe. Au cours de la dernière édition, nous avons fait escale sur la généalogie. Il était question de mieux expliquer la réincarnation en tenant compte de ses origines. Ainsi, savoir comprendre que toute évolution est sanctionnée par des petits pas qui permettent d'avancer au cours de l'existence, semblable aux marches de l'escalier, lorsqu'une personne tient à aller vers le haut de l'immeuble. C'est bien ce qui est de l'évolution de l'âme, le fait d'aller simplement d'un point à un autre. On dirait le mode d'évolution d'une vie à une autre, en un phénomène qui couronne les vies terrestres d'une âme, allant parfois près du millénaire. Ceci étant, voyons ce qu'est une vieille âme, pour ne pas nous contenter de définir à moitié l'âme. Sans que cela ne soit une question d'une quelconque hiérarchie, disons que toutes les âmes n'obéissent pas à de mêmes fonctionnalités ou attributs. Il y a à effet d'une part, jeunes, et d'autre part, de vieilles âmes. La question de vieilles âmes est pathétique. Notons que dans votre quotidien, vous constatez souvent qu'il y a des personnes qui se comportent comme des gamins malgré leur vieil âge, pendant que, d'autres bien que moins âgés, leur manière de se comporter en toute sagesse, étonne tout le monde, jusqu'au-delà de leur entourage. L'élévation de leur âme finit par frustrer l'entendement de plus d'une personne. Ce qui explique qu'une vieille âme est une âme qui a atteint un niveau d'intelligence d'une grande hauteur. Elle regorge de sensibilités et une intuition supérieure, car sa conscience qui est en relation avec le temps et l'espace, fait d'elle une entité exceptionnelle. Ceci dans le même temps, représente la réponse de ces multitudes d'expériences du son passé lointain, et de son présent en rapport d'une incarnation en cours. Autrement dit, des personnes qui possèdent ce genre d'âme semble-t-il, sont supérieures aux autres, parce qu'elles sont cette classe des gens dont le parcours a permis d'accumuler des expériences de toute nature, bonnes ou pénibles, le long de leur vie successive. Il est à noter que c'est dans l'alignement des vies, s'actant en réincarnation, que l'âme trouve le meilleur d'elle-même. Toutefois pour une vieille âme, ce qui est à faire c'est de lui permettre d'avoir de l'espace et de le laisser apprendre et découvrir par elle-même, ses propres potentialités. Exemple, certains enfants n'ont pas de problème à grandir, même s'il faille qu'ils vivent dans un environnement précaire, car ils s'y fondent et se confondent, pendant que d'autres ont besoin d'un plus de liberté pour s'explorer ou pour se réaliser en tout exploitant, par leurs propres moyens. Mais c'est quoi une vieille âme en fait ? Plus l'âme se réincarne, ou plus elle se met en enveloppe charnelle,
plus elle prend de l'âge. Résultat, l'âme au fort intérieur est le contraire du corps physique qu'elle anime. Elle n'est pas à confondre à ce dernier. Ses attributs sont l'intuition, la reconnaissance qui est ce rendez-vous entre deux âmes ou entre l'âme et le corps. Puis, le magnétisme comme attirance inébranlable, en vue de la complémentarité facilitant à deux âmes la possibilité de s'épouser. Ou encore, le miroir, du reflet de nos blessures et de nos peurs, avec pour finalité l'élévation de soi, comme lien qui l'attire vers le haut, grâce à cette grande vertu, l'amour inconditionnel. Une vieille âme. Bon, alors, on va essayer de décrypter, parce que nous tous ne sommes pas pareils, et c'est pour beaucoup de raisons. Oui. D'abord, lorsqu'on entre dans le cadre de la caractérologie, on peut dire que nous n'avons pas le même caractère. Et lorsqu'on essaye d'étudier le caractère, on voit que c'est la somme des habitudes accumulées au cours du temps. Par exemple, on est avec un certain tempérament, mais au cours d'une période, le tempérament est affecté par l'environnement sur un certain nombre d'habitudes et on se retrouve dans une situation qui fait en sorte qu'on n'est plus seulement avec son tempérament, mais sur ton tempérament vient se greffer ou s'agripper d'autres aspects. Donc là, ça fait que il y a une confusion entre l'âme, qu'on ne connaît pas ses attributs au départ. Nous, on essaye d'expliquer ce soir quels sont ses attributs. Alors, on confond donc les gens. On ne sait pas les qui sont vieilles âmes, c'est-à-dire des âmes qui ont accumulé une certaine expérience au cours des vies successives. Parce que ce qui nie la réincarnation voudrait dire que c'est des personnes qui sont, bon, on peut dire, des poltrons, des personnes qui sont, on peut appeler les bêtes, parce qu'il y a des gens qui agissent animalement, des personnes qui sont jalouses, des personnes qui ont beaucoup plus disons, des caractères très critiqués. On ne peut pas dire qu'elles sont pareilles comme les autres personnes quand même. Et il y en a des gens qui ont de bonnes habitudes, qui sont sociales, qui aiment les autres, qui se gênent pour les autres, qui sont prêts à porter le collectif comme s'ils étaient des rédempteurs. Le cas de Jésus, bon, qui est mort pour nous sauver, bon, peut-être pas moi, mais qui est mort pour nous sauver, mais il est né quand même une personne. Alors, donc on peut dire que c'est une vieille âme, c'est-à-dire quelqu'un qui pose des actes oubliant, du moins s'oubliant, se mettant dans la logique d'aider les êtres, ses congénères, d'autres personnes à se développer. Parce que ce n'est pas les actes à vouloir faire des dons de riz, les dons du pain, distribuer un peu d'argent, qu'on va manger aujourd'hui, demain on n'a plus rien à manger. Mais des sacrifices qu'on peut mener à voir la société changer. C'est-à-dire que des sacrifices du genre à mettre en place tous les mécanismes nécessaires pour qu'il y ait un changement dans un environnement donné ou dans son environnement précis. Par exemple, vous pouvez naître dans une famille où il y a trop de difficultés de voir les enfants aller à l'école, se soigner et tout. Bon, vous allez tout faire sans que ce soit forcément des enfants, ou bien dans un quartier ou dans un environnement donné. Et bon, peut-être pas seulement l'école, parce que les gens pensent que quand tu envoies les enfants à l'école, c'est là que tu es bon. Alors, il peut arriver qu'on ait d'autres façons
d'être bon. Oui. Tout en sachant que l'école peut entraîner chez certains individus de l'arrogance, chez d'autres déceptions, c'est-à-dire certaines déceptions du genre que vous ayez eu tous les diplômes, mais vous ne trouvez pas de travail, vous devenez aigri. Bon, alors que si à ces personnes-là, on les aurait orientées à apprendre à se comprendre, voilà, à savoir qui elles sont, alors, ça aurait été autre chose, parce qu'il faut que la personnalité de l'être humain, à tous les niveaux, à tous les niveaux de couleur de ce qu'on appellerait race, donc à tous les niveaux, que la personnalité de l'être humain soit mise en exergue et qu'on en parle régulièrement et qu'on explique aux gens que sans aller à l'école ou ayant allé à l'école, tu es quelqu'un. Et qu'on dise à ceux qui sont allés à l'école que ce n'est pas un avantage que vous avez eu par rapport à d'autres, simplement parce que vous avez allé à l'école. Non, c'est un avantage que vous avez eu à savoir que vous êtes des gens et que l'école vous a apporté quelque chose de plus. Pas que c'est l'école qui vous a rendu, qui que ce soit. Donc les vieilles âmes comprennent ces choses facilement. Une vieille âme ne va pas à l'école et fonctionner avec l'école comme une jeune âme. Une vieille âme n'est pas celui qui, parce qu'on ne l'a pas, c'est-à-dire ça ne se fait pas du genre que parce qu'on ne t'a pas envoyé à l'école, donc tu commences à... Ouais, tu deviens jaloux des autres qui ont été à l'école par rapport à ton environnement. Donc de tout petit âge, dès le jeune âge même, quelqu'un qui est de vieille âme voit les gens pas de bas, mais observe que dans l'environnement où la personne la vit, elle observe que ici c'est un idiot, là c'est un rusé, ici là c'est un sage. Parce que son âme a une autre lecture de la vie pour avoir vécu des expériences au cours des vies successives, des bonnes et des mauvaises expériences, c'est-à-dire des épreuves de tout genre, ayant connu les hauts et les bas, et ayant affranchi, du moins s'étant affranchi d'un certain nombre de souffrances jusqu'au moment où certaines choses se passent sous ses yeux, et pour cette personne-là, porteuse de vieille âme, ces choses-là ne sont pas nouvelles. Oui. Voilà. Mais je voudrais savoir, patriarche, qu'est-ce qui rend une âme vieille? Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce que c'est le milieu qui change la personne? Est-ce que c'est parce qu'on est né dans une chefferie qu'on on développe un certain tempérament? Qu'est-ce qui rend ça? Alors, une vieille âme, on a dit, dans la chronique, on a dit le fait d'arborer des corps charnels au cours du temps, c'est-à-dire le changement des corps, au cours des vies successives. Des vies successives, c'est-à-dire vous avez le corps physique qui est un corps charnel. Alors, d'un corps à l'autre, des expériences nouvelles sont acquises parce que si vous êtes de petite taille, vous avez acquis des expériences de petite taille au cours d'une vie. Si vous êtes de grande taille, vous allez acquérir des... Si vous êtes Bosco, c'est-à-dire bien fort et tout, vous avez des expériences à acquérir. Parce que les gens qui font dans les arts martiaux, ou bien qui font dans les luttes, des boxeurs et autres, c'est des expériences par rapport à leur physique. Une personne qui n'a pas ces gabarits-là, d'abord, ne saura jamais être, par exemple, poids lourd. On a besoin de poids lourds peut-être de 90, 95 kilos à plus de 100. Alors, un flingueur comme moi de 60 kilos, de 50 kilos, ne peut pas aller se mettre au ring et dire que bon, il va faire la boxe avec quelqu'un de 100 kilos. Donc, on va d'abord rire.
avant même la boxe, et puis je crois qu'il n'y aura même pas la boxe parce qu'un coup seulement suffira pour que le combat soit fini. Et on va se demander que maintenant, c'est quel spectacle nous sommes venus voir. Parce que si au moins, avec tes 50 kilos, tu vas tenir tête jusqu'à 2, 3, 4, 5 rounds. Bon, on voit comment toi aussi, tu te débrouilles à donner des coups. Alors ça va se comprendre. Donc ça veut dire que nos corps ne sont que la réponse karmique de notre âme. Nous n'avons pas nos gabarits pour rien. Ça a un rôle à jouer. Alors, autant ça a un rôle à jouer par rapport à l'âme, autant aussi l'environnement dans lequel nous naissons a un rôle à jouer par rapport à notre âme. Que nous naissions noirs ou que nous naissions blancs, ou que nous soyons un président de la République, hein, d'un monde où la démocratie veut dire donner des leçons aux autres en termes de droits de l'homme qui ne sont pas chez soi. D'ailleurs, en termes de droits de l'homme qui sont dans le sens aller tuer les gens dans leur pays et arracher leurs matières premières sans tenir compte qu'ils ont droit de leur environnement et droit aux négociations et droit à ce qu'ils profitent de leur environnement. Les actes qu'on pose envers eux sont comme s'ils étaient des animaux. Là, il n'y a pas un problème de droit de l'homme et tout. C'est-à-dire, ça, c'est une qualité des personnes qui, karmiquement, leurs âmes sont encore des jeunes âmes. Et ces gens-là sont nombreux. Hein? C'est eux qui sont nombreux parce que, en fait, quand le monde, parce que l'autre jour, je crois, c'est à Suite FM hier, que les gens disaient, bon, mais attendez, vous dites que des gens qui meurent hein, réincarnent, bon, et qu'à un moment donné, il y avait peu de gens. Aujourd'hui, il y a trop de gens. Bon, alors, dans le trop de gens, d'autres viennent du monde animal, hein, et s'injectent dans l'environnement, disons, humain, on peut le dire. Mais ce n'est pas des êtres humains. C'est-à-dire, quand bien même tu vois un vieux prendre les décisions d'aller en guerre, de ne pas chercher la paix, c'est parce que ce n'est pas une vieille âme. C'est une jeune âme. C'est une personne qui n'a pas connu des épreuves au cours de ses vies successives, ou qu'elle n'a même pas eu de vie successive en tant que telle. Donc, c'est dans cette catégorie de personnes que le monde est géré. Alors, des vieilles âmes sont des personnes qui sont réservées et qui essaient à tout moment de rappeler à l'ordre ces jeunes âmes qui sont par moments des porte-flambeaux, qui vont de continent en continent, qui tiennent des discours arrogants hein, et insultants, au mépris du fait que c'est des êtres humains qu'ils ont croisés. Avec ces discours, il n'y a pas question de droit. Parce que les droits de l'homme ne sont pas seulement le fait de dire ça aux autres, mais le fait d'implémenter ça dans son comportement et de faire en sorte que même dans les échanges, que diplomatiquement, personne ne sent choqué. Que ce soit le citoyen lambda ou que ce soit les homologues avec qui on échange. Voilà. Mais qu'est-ce qui caractérise les vieilles âmes, professeur? Je veux dire, quand on a un enfant à bas âge à la maison, comment on reconnaît que bon, voilà, cet enfant a des aptitudes, cet enfant est différent des autres? C'est un enfant qui a de l'intuition, d'abord, parce que l'élément primordial d'une vieille âme, c'est l'intuition. Oui. Bon, c'est aussi la reconnaissance d'un certain nombre de phénomènes qui entourent la personne. Cette personne-là est différente des autres personnes. Et aussi, la personne est le miroir des autres. C'est-à-dire, c'est le reflet même de la sagesse dans un milieu donné, parce que même jusqu'au niveau de petits-enfants, il y en a qui disent que ça, il ne faut pas faire, c'est pas bon. Et puis, il y a que certains vieilles âmes peuvent rappeler leur vie antérieure. Hein? Comment ça? C'est-à-dire, peuvent parler des choses que personne ne comprend. Non parce que le langage n'est pas celui que tout le monde
comprend parce que peut-être déjà à partir de 2 ans, 3 ans, la personne commence à parler. Et certaines recherches, ou bien alors certains, dans certains milieux, on a constaté que les enfants arrivaient à dire des choses dans le sens à expliquer d'où ils venaient. Et puis il y a eu, ça c'est difficile à faire vérifier ça aux gens, mais il y a eu des moments où les nouveaux-nés de moins de 6 mois qui tentaient à être maltraités par leur maman, au cours, je parle là dans le monde traditionnel purement, simplement, c'est-à-dire pas dans la ville, pouvaient se retrouver avec leur maman à un niveau où l'enfant disait à sa mère de lui faire descendre alors qu'il ne parle pas encore, de lui laisser, il va marcher lui-même. Un bébé de moins de 6 mois. Alors pourquoi? Parce que il était remarqué que quand tu manges, tu dois au moins mettre l'huile de ce que tu mangeais dans la bouche de l'enfant, que sa langue remue quand même quelque chose. Parce que des fois, certains enfants, certains bébés de moins d'1 an donnent l'impression, de par les regards, que est-ce que tu veux me donner aussi à manger ou pas? C'est-à-dire, on ressent comme si l'enfant a besoin à ce que tu lui donnes à manger. Je fais allusion des bébés. Alors, lorsque ça persiste à être comme ça, tu peux te retrouver à l'époque, pas notre époque d'aujourd'hui, tu peux te retrouver à mi-chemin, l'enfant te dit, bon, laisse-moi descendre, je veux marcher moi-même. Et dès qu'il descend, vous vous retrouvez dans un autre monde. Ça, dans un village où il est accueilli comme un chef, comme un roi. Alors, et là, ces expériences ont été menées par des personnes de manière inattendue. Et ça a été rapporté. Sauf que pour ce qui est de l'Afrique, beaucoup de choses n'ont pas été écrites, ont été dites de bouche à oreille. Mais, par exemple, ce soir, on pourra, si les machines vont nous le permettre, vivre des expériences où les enfants ont fait la même chose dans d'autres continents. Alors, donc, il y a des personnes qui ont vécu et qui connaissent des choses plus que les parents, c'est-à-dire les pères et mères, c'est-à-dire les papas et les mamans. Au point où tu vois l'enfant, là, tu dis qu'il est petit, mais c'est que lui, il a comme trésor en termes d'acquis par rapport à son passé est insoupçonnable. Et c'est pourquoi l'éducation d'un enfant devrait se faire par des parents qui méritent d'éduquer un enfant. Mais sauf que il n'y a pas une école où on s'inscrit dans la logique avant de faire des enfants, tu fais d'abord la formation. Étant donné que l'école même qui est supposée être école ne forme en rien. C'est une école d'exploitation de l'homme par l'homme, une école impérialiste où vous êtes là pour se mettre au service des autres le moment venu. Et auquel cas, quand vous n'arrivez pas à être au service des autres, vous n'êtes rien. Par exemple, suivez mon regard, un médecin, si on arrête, si on fermait on fermait les laboratoires, on fermait les pharmacies, pas de distribution de médicaments, bac plus 15, il aura quoi d'autre à faire? Rien. Voilà. On va vous proposer la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après pour la suite. Volonté et maîtrise de la pensée. La question de la volonté en rapport avec la maîtrise totale de la pensée est un dilemme. Elle est une sorte de bulbe inaccessible et superflue pour le commun des mortels. Finalement, nous constatons que chaque pas fait dans cette direction justifie largement d'énormes efforts à fournir. Déjà, nous savons que la pensée crée et modifie le corps. Cependant, comme nous avons vu dernièrement, elle dépend aussi de la personne qui l'entretient. C'est d'autant plus qu'un ouvrier, en fin de compte, dépend de l'outil qu'il s'est forgé. Le rôle du corps est, par conséquent, le plus important pour nous.
Il faut que chaque personne ressente des répercussions de son état physique sur l'état de son âme. Soulignons que la respiration a un effet magique à ce niveau. Elle est pratiquée sous forme d'exercice. Que ces exercices soient profonds et ou rythmiques, quel effet produisent-ils? Est-ce de simples effets ou qu'ils agissent sur notre physique et sur nos fonctions métaphysiques en général et ou particulièrement sur nos réactions affectives, sinon que nos pensées concernent aussi toutes nos sensations et émotions. C'est ce qui, en bien ou en mal, nous permet d'agir, d'être courageux et ou sans étreint, timide ou agressif, irritable, déprimé ou optimiste. Il s'agit de faire certains mouvements, de les accompagner d'une respiration consciente associée à une profonde concentration pour dénouer les oppressions qui nous accablent, sans que les circonstances de la vie nous changent et sans que nous ayons atteint le prisme de la volonté. En passant par ces exercices respiratoires issus d'un simple jeu de muscles et du souffle, nous pouvons parvenir à nous délivrer. Bien entendu que cela ne serait possible qu'à une seule condition, le fait d'observer les règles qui sont en rapport avec les lois de la nature. Notre corps est un instrument délicat, infiniment précis, très sensible à toute insuffisance d'entretien, à tout dérèglement d'organes, si nous y mettons quelques soins, en essayant de le rajuster ou d'en augmenter le rendement dans d'étonnantes proportions. Si nous avons tant que peu soit réfléchi, nous aurons compris que nous sommes les seuls capables d'entretenir le corps en bon état que nulle autre personne. Le talon de mesure de l'impact de la volonté devrait commencer sur les choses simples, à l'exemple de quoi comment veiller sur notre santé dont nous sommes les seuls responsables. Nous pouvons bien entendu demander des conseils, recevoir un appui momentané. Mais si nous ne nous décidons pas à observer les lois qui nous régissent, les lois qui régissent notre vie, par paresse ou en nous livrant à des abus, nous sommes fatalement condamnés. Il est indispensable que nous portions le plus grand intérêt à l'entretien de notre corps, qu'il faille que nous l'ajustions et le maintenions en état comme on le fait avec toute machine, afin que ces organes fonctionnent toujours parfaitement. Cette façon de mieux l'entretenir ne doit pas se faire par des moyens artificiels, mais par le contrôle des fonctions naturelles dont il faut connaître le mécanisme. À aucune fois, nous pouvons parler de la méditation et de la spiritualité sans tenir compte de toutes ces réalités. Ceci étant, nous devons savoir que le médecin du corps ou de l'âme peut être appelé au secours et peut contribuer à mettre de l'ordre si nous ne présidons pas activement nous-mêmes à la bonne marche de nos fonctions organiques autres et si nos infractions à la bonne règle sont fréquentes, personne ne nous sauvera. En ce cas, nous aurions bien tort de s'attendre à quelque chose de positif dans notre vie venant d'autrui. Sœur Hermanie Lipot, qui est le médecin du corps et de l'âme? Alors, le médecin du corps et de l'âme, c'est la volonté. Parce qu'il faut que nous prenions le dessus à partir de notre pensée, à partir des idées que nous construisons, oui. Des décisions que nous prenons dans la journée, au quotidien, régulièrement, à donner la chance à la volonté. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons bien faire, mais nous ne savons pas comment faire pour les faire. Oui. Nous n'avons même pas la volonté, nous n'avons même pas le sens de la volonté pour pouvoir faire quoi que ce soit. Nous pensons que nous avons la volonté, mais peut-être qu'il faut dicter cela par un apprentissage, comment apprendre à avoir la volonté. Parce que je veux, comme pour dire qui veut peut, mais pourquoi nous ne pouvons pas? Parce que nous ne voulons pas. Parce que si nous voulons, nous pouvons.
Mais est-ce que vraiment nous ne voulons pas? Oui. Non, nous ignorons comment on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que si, par exemple, vous aviez une situation désobligeante qui concerne votre santé et que vous aviez étudié le fait qu'en prenant certaines molécules, certaines substances chimiques à titre de médicaments, ça vous embête souvent. Bon, vous pouvez prendre la décision de ne plus en prendre. Mais lorsque le mal atteint un certain niveau, sachant que quand vous les prenez, malgré que ça vous embête, ça donne quand même un début de soulagement, vous allez dire, comme je n'ai autre chose sous la main, je vais faire comment? Je dois seulement prendre ça. Alors, quand on vous informe même que ce produit-là peut vous tuer, comme parfois il y a des messages portés sur le paracétamol comme quoi c'est efficace, mais c'est dangereux. À la télé, officiellement, la télé française. Oui. Bon, alors je ne cite pas les chaînes parce que je ne suis pas là pour en faire publicité. Alors, mais les gens en prennent sans ou avec prescription médicale. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un manque de volonté. Oui. Hein, pour aller vers des solutions à ces problèmes internes. Bon, c'est pourquoi on pense qu'avec la méditation, on peut y aller. Mais sauf que, depuis toujours, on n'a pas encore dit comment utiliser la méditation pour pouvoir aller directement dans des prises de décision du genre que tu dis « je ne veux plus boire le médicament ». Par exemple, parce que. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de solution magique ou de réponse à donner pour des gens qui n'ont pas la volonté de sortir d'une situation. Parce que tu dois décider d'abord que tu vas sortir d'une situation. Cette décision est suffisante, c'est-à-dire tu trouves des gens qui, depuis des vingtaines d'années, des décennies, ils ne prennent jamais de médicaments, mais qui prennent de l'âge. D'aucuns ont 70 ans, d'aucuns ont 80. Alors, tu te retrouves dans une situation où ce n'est pas, du moins ça se passe comme, ça ne se passe pas parce que ces gens-là n'ont jamais été malades, n'ont pas de bobos, parce que comment les cellules fonctionnent? Ça fonctionne d'abord que vous avez des petits troubles que d'aucuns appellent les petits bobos. Après, vous commencez à boire des substances nuisibles sous prétexte que tu veux enrayer les bobos sans chercher à savoir le pourquoi ces bobos. C'est-à-dire que tu n'as rien comme question à se poser parce que tu ne veux même pas. Tu manques de volonté pour pouvoir se poser la question et pour pouvoir se dire que j'ai dû commettre quelque chose, c'est-à-dire j'ai dû manger quelque chose, ou j'ai mangé des choses qui se sont interférées, ou la digestion a rejeté cela. Et qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, on dit j'ai mal au ventre. Non, on commence à crier. Directement, on est à l'hôpital. Et il faut stopper directement Et il faut stopper le mal sans se poser la question à quoi cela est dû. Bon, alors donc, on manque de volonté d'abord de prendre soin de soi. Et on va aller voir un médecin et commencer à crier à ses oreilles. Hein? Mon docteur, j'ai même quoi comme ça? Je sens mal, je souffre trop. Et dites-moi, j'ai quoi? Il ne marche pas avec toi, il ne mange pas avec toi, il ne boit pas les choses que tu bois, il ne sait pas comment hier tu t'es comporté, alimentairement ou quoi. Même tes pensées, parce que rien que les pensées peuvent bloquer la digestion. Il n'y a pas que des médicaments, il n'y a pas que la nourriture et tout. Tu peux avoir des mauvaises pensées vis-à-vis d'un voisin. Hein, ou d'une personne âgée. Hein, ça tourne sous forme de malédiction. Ou même d'un enfant. Parce que la malédiction n'est pas seulement du côté des personnes âgées. Ça vient dans tous les sens. Hein. Alors donc, tu es là, tu es en train de chercher la solution à un problème sans toutefois que tu médites alors ton sort. Voilà, que tu médites ton sort, que tu dises, mais attends, j'ai quoi comme ça? Et que tu interroges ton cœur. Parce qu'au niveau de ton cœur, il y a toutes les réponses concernant ta vie.
Alors qu'au niveau de ta tête, il n'y a que les réponses concernant des choses qu'on t'a dit. On t'a dit à l'école que maman a dit que, papa a dit que, l'église a dit que. Voilà, ça c'est la tête. Oui. Mais le cœur, c'est pas ça. Si tu restes tranquille en disant je ne veux rien comprendre matière, arrête de me parler des bêtises, des choses que. Mais une révélation viendra au niveau de ton cœur. Et tu seras étonné que, mais attends, donc c'est ce que je dois faire. Peut-être boire de l'eau. Tu vas boire beaucoup d'eau. Et puis tu vas te coucher à plat ventre, ton mal va commencer à baisser petit à petit. Oui. Et le matin, tu te relèves, tu n'as plus aucun problème, alors que tu étais en voie d'aller à l'hôpital. Et là-bas, des commerçants des médicaments qui sont les prescripteurs, on allait commencer à te prescrire les choses, même les analyses et tout, parce que la bonne soupe, les examens, patriarche. Oui, qui n'ont rien à voir, et parfois ces examens sortent négatifs. Mais on prescrit quand même quelque chose. Voilà, et on t'a dit même, c'est-à-dire tu es interné. Alors donc, c'est ça le manque de volonté. Commence d'abord par ne pas vouloir s'occuper de toi. Et si tu n'aimes pas toi-même, comment tu veux qu'on ne t'exploite pas? Comment tu veux que les autres t'aiment? Ils doivent t'escroquer. Mais patriarche, on est ignorant. Ah mais l'ignorance est la mère des péchés. Ceux qui vont à l'église doivent retenir la phrase que je viens de dire là. L'ignorance est la mère des péchés. L'ignorance est la mère de la bêtise chez le scientifique, universitaire. Oui. Tu dis tu es scientifique, mais tu es un ignorant. C'est comme tu prescris des médicaments qui sont censés détruire les vies des gens, et tu es indemne, tu t'en fous le jour qu'il y a un procès. Toi, tu n'es pas responsable de tes prescriptions. C'est le laboratoire qui se débrouille là-bas avec celui qui, avec le collectif des avocats et les malades, comme ça se passait, comme ça se passe en Occident. On a vu le cas avec Mediator en France. Alors donc, il y a un problème que aimez-vous vous-même. Qu'on ne vous dise pas, aime toi-même comme, aime ton prochain comme toi-même. Alors que toi, tu ne sais même pas aimer toi-même. Tu ne sais même pas comment s'aimer. Tu ne sais pas. D'accord. Dans la chronique tout à l'heure, vous avez dit la pensée crée et modifie le corps. Alors, comment contrôler sa pensée? Comment maîtriser sa pensée, patriarche? Justement, si par exemple tu penses que tu es né pour souffrir, toute ta vie tu vas souffrir. Si tu penses que tu ne peux rien faire sans les autres, comme l'Afrique. L'Afrique ne peut rien faire sans l'Europe. D'accord, mais comment déconstruire ça maintenant? Pour déconstruire ça, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'hémicycle quelque part. Par exemple, vous avez des problèmes avec votre président de la République. Vous partez voir un autre président de la République pour l'accuser là-bas. Et en public. Alors, et ça prend corps et ça développe une psychose. Oui. Au point où, comment votre pays peut se développer? Ça ne peut pas. C'est le cas d'Afrique épatant. Vous ne pouvez non plus dire que pour que vous vous soignez, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous soigner. Donc vous allez dans les hôpitaux pour prendre des médicaments, même quand c'est une indigestion. Tu dois veiller sur ton tube digestif. Rien que le côlon nous donne 90% de nos maladies à l'encombrer, donc le gros intestin. Alors, maintenant, pour découdre ça, il faut d'abord que les gens étudient comment s'alimenter. On a essayé d'expliquer ça ici. Oui. C'est-à-dire, dis-moi, on dit dans nos patois, c'est pas le jour qu'on mange la viande du lion qu'on attrape la gale. Oui. Bon, alors, c'est la même chose, même dans les médicaments. Les effets indésirables des médicaments qui entraînent des pathologies chez certains individus ne le font pas chez d'autres. Bon, ou alors les pathologies changent. Toi, tu as une maladie que l'autre n'a pas. Parce que parfois, il y a même certains médicaments qui ont des effets indésirables listés de manière incomptable. Alors, ça veut dire que chaque personne trouve sa réponse dedans, en termes de pathologie. Bon, ou par groupe de personnes. Bon, maintenant, comment découvrir les choses
qui entre dans le cadre de la pensée et de la volonté lorsque tu ne maîtrises pas tes décisions de boire l'alcool, de manger n'importe quoi qui détruit, du moins, qui encombre ton sang et qui fait en sorte que l'interrelation qui existe entre le cerveau de la tête et le cerveau du tube digestif n'est plus possible. Comment tu peux avoir des bonnes pensées? Si tu dois écrire un texte, c'est un texte, si c'est la politique, c'est pour critiquer les autres et non pour donner des conseils pour ton environnement. Hein? Oui. C'est insulter les gens, non pour proposer des choses qui peuvent faire en sorte que les gens aient la paix d'esprit. D'accord. Voilà, donc nous ne pouvons pas nous défaire de ces genres d'activistes qui tous sont alcooliques et puis mangent n'importe quoi, d'autres prennent du poids, ils sont comme des bœufs. Hein? Alors, ils n'ont pas de cerveau qui puisse faire en sorte qu'ils se présentent comme des exemples. C'est ça. Ni dans leurs propos, ni dans leurs comportements. On devrait également faire attention à certains milieux. On ne devrait pas fréquenter n'importe quel milieu, patriarche. Mais bien sûr, c'est ce que j'essaie de dire. L'alcoolisme, la nourriture et tout ça se fait dans des milieux de tous azimuts. Et puis des réunions où des gens projettent l'hécatombe pour je ne sais pas quoi, pour leur société ou contre leur société. C'est pas pour contre leur société. Alors, donc, ce genre de réunion, il faut éviter ça. Ça ne sert à rien. Chacun doit être son propre médecin. Tout à fait. D'accord. À présent, la réflexion. La servitude moderne est une servitude volontaire, consentie par la foule des esclaves qui rampent à la surface de la terre. Ils achètent eux-mêmes toutes les marchandises qui les asservissent toujours un peu plus. Ils courent eux-mêmes derrière un travail toujours plus aliénant, que l'on consent généreusement à leur donner s'ils sont suffisamment sages. Ils choisissent eux-mêmes les maîtres qu'ils devront servir. Pour que cette tragédie mêlée d'absurdité ait pu se mettre en place, il a fallu tout d'abord ôter aux membres de cette classe toute conscience de son exploitation et de son aliénation. Voilà bien l'étrange modernité de notre époque. Contrairement aux esclaves de l'Antiquité, aux serfs du Moyen-Âge ou aux ouvriers des premières révolutions industrielles, nous sommes aujourd'hui devant une classe totalement asservie, mais qui ne le sait pas, ou plutôt, qui ne veut pas le savoir. Ils ignorent par conséquent la révolte, qui devrait être la seule réaction légitime des exploités. Ils acceptent sans discuter la vie pitoyable que l'on a construite pour eux. Le renoncement et la résignation sont la source de leur malheur. Voilà le mauvais rêve des esclaves modernes, qui n'aspirent finalement qu'à se laisser aller dans la danse macabre du système de l'aliénation. Mais contrairement aux esclaves ou aux prisonniers, l'exploité des temps modernes doit payer sa cage.
Professeur Hermaniel Lipote, un commentaire par rapport à cet élément? Alors, mais c'est que les gens sont des esclaves à tous les niveaux. D'accord. Alors, vous allez voir, par exemple, dans des pays développés, je ne les cite pas, on met un président de la République, on suppose qu'il y a eu le vote. On dit à tous les autres candidats, vous ne revendiquez pas parce que vous n'êtes pas les Africains. Et à lui, on donne la consigne sur le pourquoi il a été là. On l'a mis là. Ça, c'est les financiers alors. Oui. Alors, il peut développer beaucoup d'argent à travers la vaccination. Il peut développer beaucoup d'argent, pas pour le compte des gens qui sont supposés l'avoir voté, mais pour le compte des gens qui l'ont mis là. Hein? Développer des épidémies imaginaires pour faire tourner l'argent au profit de ces gens-là. Et au final, lui-même, il n'est qu'un esclave, malgré qu'il est le bon esclave, c'est-à-dire qui pavane, qui porte les vestes, qui prend les avions, qui part de pays en pays, qui se passe pour un roi dans certaines régions du monde. Bon, alors, donc, tout le monde est esclave du système. Parce que le système ne donne pas la possibilité à ce que l'homme soit au centre de la vie. Mais plutôt, les affaires sont au centre de la vie et l'homme est l'instrument de ce système. Alors, c'est pourquoi, moi je l'ai dit comme pour attirer l'attention des Africains. Parce que, alors, si des Européens ou le monde occidental esclavagisent les leurs, à quelle faute raison nous? Voilà. D'accord. Tout de suite, la page pratique et juste après le SOS téléspectateur. Le concept de réincarnation existe depuis des centaines d'années, si ce n'est des milliers. Nombreuses sont les religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, le sikhisme, le jaïnisme, entre autres, qui croient en la réincarnation après la mort. On dit généralement que l'âme réincarnée n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, mais il y a des gens qui croient que les jeunes enfants ont peut-être accès à certains de ces souvenirs anciens. En fait, les scientifiques qui ont étudié ce phénomène se sont rendus compte que 100% des cas se produisaient chez de jeunes enfants. L'âge moyen de l'apparition de ces souvenirs se situe entre 3 et 4 ans. Que vous ne croyez ou pas en la réincarnation et en l'exploration de vie antérieure, cette liste de 10 enfants qui se rappellent de leur vie antérieure vous étonnera. Certains de ces enfants ont des souvenirs détaillés qui correspondent à des événements historiques. Souvent, ils connaissent des choses que de jeunes enfants n'auraient aucune raison de connaître, ou même l'occasion d'apprendre. Avant que nous commencions, veuillez à bien vous abonner pour voir plus d'histoires étranges ou fabuleuses. Shanti Devi. Née à Delhi en Inde en 1926, Shanti Devi commença à se souvenir de sa vie antérieure à l'âge de 4 ans. Elle dit à ses parents qu'elle partageait sa maison avec son mari à Mathura, et elle essaya même de s'enfuir à Mathura à l'âge de 6 ans. Elle dit à l'un de ses professeurs qu'elle était morte 10 jours après avoir accouché, et que le nom de son mari était Kedarnath. Son instituteur avait également remarqué sa manière de parler qui ressemblait plus à celle d'une personne de Mathura que celle d'une enfant de Delhi. Après quelque temps, on trouva à Mathura un homme appelé ainsi, qui confirma que sa femme, Lugdi Devi, était morte 10 jours après la naissance de son fils, 9 ans plus tôt. Il rendit visite à la fillette faisant semblant d'être son propre frère, mais Shanti reconnut immédiatement Kedar, ainsi que les membres de sa famille. Ce cas attira l'attention de Mahatma Gandhi, qui confirma qu'elle était la réincarnation de Lugdi Devi. Cameron Macaulay. Cameron Macaulay, un garçon de Glasgow, se rappela de sa vie antérieure quand il avait 2 ans. Il mentionna le fait qu'il vivait à Barra, une île retirée du monde qu'il n'avait jamais vue, et que sa mère, celle de son ancienne vie, lui manquait énormément, ce qui lui causait énormément de chagrin. Pendant 3 ans, tout ce dont il parlait, c'était de retourner chez lui à Barra, et il mentionna même le fait que son père s'appelait Shane Roberts, et qu'il l'avait été tué, renversé par une voiture. Au final, ses parents ainsi qu'une équipe de tournage l'emmenèrent à Barra. Les détails dont il se rappelait étaient vraiment extraordinaires. Il se rappelait de la couleur de sa maison, de la race de son chien et de la vue depuis sa fenêtre. Étrange, n'est-ce pas? Et ça ne fait que commencer. Chanai Chomalaiwang. Né en Thaïlande, Chanai commença à l'âge de 3 ans à raconter à ses parents qu'il avait en fait été instituteur.
s'appelait Buakai et qu'on lui avait tiré dessus alors qu'il roulait sur son vélo alors qu'il rentrait de l'école un jour. Il supplia ses parents sous le choc de l'emmener dans le village où les parents de Buakai vivaient. Parce que selon lui, ils étaient ses vrais parents. Au final, sa grand-mère l'emmena et elle raconta qu'il avait immédiatement mené à une maison où vivait un vieux couple. Il sembla les reconnaître tout de suite. Ce qui est vraiment étonnant cependant, c'est que Buakai a été tué d'un coup de revolver à l'arrière de sa tête et que Chanai avait des taches de naissance qui correspondaient étrangement à l'entrée et à la sortie de la balle qui avait tué Buakai. James Leninger. James est né en 1998 et à l'âge de 2 ans, il commença à se souvenir d'une autre vie qu'il avait eue. Il montra une photo d'Iwo Jima et dit à ses parents abasourdis que c'était là qu'un avion l'avait abattu. Ils firent des recherches et trouvèrent qu'un seul avion avait été abattu à Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il était piloté par le lieutenant James Huston Jr. Non seulement James Leninger se rappelait que son avion avait été abattu, mais il se rappelait également que son appareil s'appelait le Natoma, l'USS Natoma pour être plus précis. Le lieutenant Huston avait été tué en 1945. Le petit James se réveillait également de terribles cauchemars où il disait être bloqué dans l'incendie, être incapable d'échapper à l'avion abattu. Ses parents finirent par repérer les anciens membres de l'équipe de lieutenant Huston et maintenant des hommes âgés, et ces vétérans confirmèrent ce que James Leninger disait vrai à 100% et correspondant étrangement à ce qui s'était passé. Ryan, un garçon du Midwest, commença à avoir de terribles cauchemars à l'âge de 4 ans. Quand il eut 5 ans, il dit à sa mère, Cindy, qu'il était quelqu'un d'autre avant et qu'il commença à la supplier de l'emmener à Hollywood. Il se souvenait en détail de réunions avec des personnes telles que Rita Hayworth et se souvenait même que le nom de la rue dans laquelle il avait vécu contenait le mot rock. Cindy consulta des livres dans la bibliothèque de sa ville où ils trouvèrent la photo de l'homme que Ryan disait avoir été autrefois. Ayant désespérément besoin d'aide, Cindy alla consulter un psychiatre qui commença à faire des recherches sur le cas de Ryan. Après 2 semaines, ils trouvèrent que l'homme de la photo avait été figurant dans un film du nom de Marty Martin. Toutes les informations que Ryan avait données sur sa vie antérieure correspondaient. Chase Bowman. Le cas de Chase Bowman est unique en ce que même s'il se souvenait de sa vie antérieure, il n'avait jamais donné librement ces informations. Elles furent découvertes lors d'une séance d'hypnothérapie. Étant donné la nature de sa mort, cependant, il se peut très bien que ses souvenirs aient été réprimés. Chase est né avec une phobie sévère des bruits forts qui ne fit que s'aggraver en vieillissant. Il souffrait de terribles cauchemars et d'étranges irritations apparaissaient régulièrement sur son poignet. Au final, il insista auprès de sa mère pour commencer des séances d'hypnose, ce qui lui permet de découvrir quelque chose d'incroyable. Chase avait été un soldat noir pendant la guerre civile américaine et il était mort parce qu'on lui avait tiré dans le poignet. Quand il fut sous l'hypnose, il décrivit qu'il portait des habits marrons et sales, déchirés, alors qu'il se cachait derrière une pierre sur le bord de la vallée pendant la bataille. Les jumelles Pollock. Le cas des jumelles Pollock est plutôt étrange et leurs parents l'ont sans doute vécu dans le stress. En effet, les jumelles Pollock, Gillian et Jennifer, semblent être la réincarnation de leurs propres sœurs, Jacqueline et Johanna, décédées 1 an avant que les jumelles soient mortes. Leur père remarqua que Jennifer avait une ligne blanche sur sa tête similaire à celle que Jacqueline avait eue après être tombée de son vélo. Elle avait également une tache de naissance identique sur sa jambe. La famille s'était absentée de la ville pendant 4 ans et quand elles revinrent, les jumelles racontèrent avoir visité des lieux qu'elles n'avaient jamais vus. Elles donnèrent le nom des jouets de leur sœur sans se tromper et se souvenaient même être allées dans l'ancienne école de leur sœur en disant que c'était en fait leur ancienne école. Les souvenirs s'évanouirent quand elles eurent 5 ans et ne sont pas revenus depuis. PM. PM est né environ 12 ans après la mort de son demi-frère et remarqua très vite qu'il avait d'étranges taches de naissance, à des endroits particuliers. En effet, son demi-frère était mort d'un neuroblastome à l'âge de 2 ans. Il avait subi une fracture au tibia de la jambe gauche, on lui avait fait une biopsie pour un nodule à travers son crâne, juste au-dessus de son oreille droite, et il reçut une chimiothérapie par le biais d'une ligne au centre de sa veine jugulaire externe. Et devinez où se trouvaient les taches de naissance de PM ? Eh oui, elles correspondaient étrangement bien. PM eut également une leucémie de la cornée, qui le rendit presque aveugle de son œil gauche. Ce qui était étrange puisque son frère était aveugle de son œil gauche quand il mourut. Par ailleurs, PM commença également à parler à sa mère de la maison familiale qu'il n'avait pas connue et la décrire avec une profusion de détails. Très étrange. Anonyme. Le garçon de cette histoire avait seulement 3 ans en 2009 quand il a dit à ses parents et ses médecins qu'il était quelqu'un d'autre auparavant et qu'il savait où était sa tombe.
C'est pourquoi nous avons préféré garder son nom secret. Appelons-le Dan. Dan disait qu'on l'avait tué d'un coup de hache dans la tête, exactement là où se trouvait sa tache de naissance, et qu'il pourrait montrer où se trouvait sa tombe. Il emmena le docteur qui le suivait à un village, marcha vers un homme et dit « J'étais ton voisin autrefois, nous nous sommes battus et tu m'as tué avec une hache. » Il fut rapporté que le visage de l'homme devint livide et le garçon dit qu'il pouvait leur montrer où était la tombe. Il les mena vers une pile de pierres sous laquelle se trouvait un squelette portant des habits de fermier. Le crâne portait encore une hache à son sommet qui fendait le crâne presque exactement là où la tache de naissance de Dan se trouvait. Étrange, n'est-ce pas? Sam Taylor. Terminons avec le cas bizarre de Sam Taylor qui semble avoir été la réincarnation de son grand-père. Cela semble un peu compliqué bien sûr, mais c'est ce que montrent les preuves. Le grand-père de Sam était mort seulement 18 mois avant la naissance de Sam. Et même s'il montra qu'il se souvenait de sa vie antérieure dès son plus jeune âge, ses parents étaient très sceptiques. C'est seulement quand Sam a dit à son père, alors qu'il lui changeait sa couche, « Quand j'avais ton âge, je changeais tes couches », qu'ils réagirent. Étrange, non? Par ailleurs, Sam commença à raconter à ses parents des éléments de sa vie privée qu'il n'avait pas pu apprendre autrement. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que ces choses étaient toutes vraies. Je vous laisse donc y réfléchir. Nous allons passer directement au SOS téléspectateurs. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Patriarche, merci pour l'édification. Comment faire pour vous rencontrer? J'ai ma grand-mère qui souffre depuis plusieurs années aujourd'hui. Elle a un mal de crâne terrible. Patriarche, s'il vous plaît, aidez-nous. Alors, ce que je peux dire à la personne, c'est qu'on va échanger hors antenne en appelant ce numéro dès demain, quoi. Dès demain, on va voir si nous pouvons avoir une idée. On ne l'aura que dans les échanges, que nous ne le saurions que dans les échanges qu'on aura. Bon, mais nous ne pouvons pas, là d'emblée, savoir comment aider quelqu'un qui dit seulement aidez-nous. D'accord. Bon, il y a un mystère autour des enfants qui viennent au monde avec les pieds. J'aimerais savoir s'ils font partie de la catégorie des vieilles âmes ou de la réincarnation. Merci, c'est Christian depuis Yaoundé. Oui, à l'ouest, ils ont des noms. Les Tchoumchoua. Oui, les Tchoumchoua, les Tchatchoua, ceci et cela, bon, ils ont des noms. Bon, de toute façon, moi je crois que ça s'explique déjà par le fait que ces gens-là, on a essayé de les cataloguer, de leur donner des noms assez différents, et puis on ne les trouve pas dans toutes les régions de la même manière. Donc, c'est un mystère qu'il faut étudier. Moi, je ne donne pas des réponses à des choses que je n'ai pas mûrement étudiées. C'est-à-dire que je ne réponds pas aux questions sur certains phénomènes à la va-vite. Oui. Bon, peut-être qu'un jour, à l'autre, on aura une émission qui nous permettra de décrypter le fait de venir au monde par les pieds, contrairement à d'autres gens qui viennent par la tête. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. D'accord. Nous avons ce message de Kevin depuis EDEA. Merci pour vos enseignements. Une question, comment orienter sa vie à travers ses dons et ses vocations? Il faut étudier ça. C'est-à-dire il faut faire une étude de vie métaphysique qui va plus vous renseigner sur ce que vous avez véritablement comme don et comme vocation.
Voilà. D'accord. Patriarche, merci beaucoup. Patriarche, comment reconnaître une vieille âme? Donc, on a dit que c'est par les habitudes de l'individu, hein, parce qu'une vieille âme, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. Hein. C'est quelqu'un qui ne boit pas n'importe quoi, ne mange pas n'importe quoi, ne se soigne pas n'importe comment. Voilà. Il se soigne, d'accord, il mange, il boit. Il n'est pas à 16 forcément, parce que ça dépend de son degré d'évolution et surtout initié ou pas. D'accord. Voilà, mais c'est quand même une personne qui a une forte intuition. Oui. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, j'aimerais que le professeur nous reparle un peu de comment faire pour avoir la volonté selon le sens évoqué dans cette émission aujourd'hui. C'est Ghislain depuis EDA. Alors moi je dis ceci, la volonté commence par le fait d'étudier tous les paramètres qui sont en rapport avec sa propre vie. Parce que c'est quelque chose comme pour dire que qui veut peut, j'ai essayé de le dire tout à l'heure. Alors, qui veut peut, mais pourquoi apparemment ce que nous voulons, nous ne pouvons pas, parce que est-ce que nous savons comment on veut pour pouvoir se poser dans le registre, pouvoir se retrouver dans le registre de pouvoir. Parce qu'il faut d'abord savoir comment on peut, comment on veut. C'est-à-dire, la volonté, ça s'étudie. Oui. Ce n'est pas une histoire que tu dis, bon, je veux. Hein? Ou bien, je suis plein, c'est-à-dire, je suis accablé de volonté, c'est-à-dire, j'ai la volonté à dépasser tout le monde. Non, mais je ne sais pas pourquoi mes affaires ne marchent pas. Parce que je fais les efforts, je travaille bien et tout. Bon, non, c'est un peu compliqué d'expliquer la volonté de cette manière. Alors, la bonne, c'est déjà commencer à dire je veux quoi? Je sais qu'on veut comment. Parce que je donnais l'exemple tout à l'heure que lorsqu'on est malade, alors la première chose à faire, c'est d'avoir la volonté de comprendre pourquoi on est malade. Oui. C'est de chercher par tous les moyens en disant je veux savoir pourquoi je suis malade. C'est ça, comme ça on apprend à avoir la volonté. On n'apprend pas à avoir la volonté, du moins on ne dit pas qu'on a la volonté, ou bien que la volonté n'est pas quelque chose qui ne peut pas s'appuyer sur un concept. Le concept, c'est que il se passe telle chose dans ma vie, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Le concept, c'est que je suis malade, je veux savoir l'origine de ma maladie. Est-ce c'est une maladie par rapport à mes erreurs? Est-ce c'est une maladie occulte, c'est-à-dire par rapport à l'environnement dans lequel je suis né? Ou c'est un sort. Voilà. C'est-à-dire, on va dans tous les sens. On n'incrimine personne, on ne cherche à incriminer personne. Au contraire, cette recherche va dans le sens où on se culpabilise d'abord, avant de voir la lumière maintenant, si ce n'est pas vrai que ce n'est pas soi-même qui suppose. Parce que même le sorcier, dans nos langues, on dit, quand tu te plains d'une maladie que tu ne comprends pas l'issue, ou que ton entourage soupçonne un sorcier, oui. Toi qui gémis moins. Parce que le sorcier qu'on suppose, la personne qu'on suppose être l'auteur du forfait qui te concerne, peut être un voisin, peut être un oncle, peut être une tante. Bon, mais par contre, même si c'est vrai que c'est la tante, cela ne nécessite pas que tu commences à gémir jusqu'à on ne peut pas dormir, exprès. De un. De deux, tu n'es pas sûr que c'est vraiment ta tante. De un. De trois, qu'est-ce que tu as fait
pour que ta tante, sa sorcellerie ne te touche pas. C'est-à-dire, quelles sont les barrières que toi-même, parce que tu as la volonté d'être bien, d'avoir un bien-être, parce que tu veux que rien ne t'embête, que tu sois bien, envers toi-même, peut-être pas envers les autres, parce que tu ne cherches pas les problèmes chez les autres, tu ne sais même pas que les autres existent, tu t'occupes que de ta petite vie, mais tu t'occupes de cette vie-là comment? En mangeant quoi? En buvant comment? Et parfois en parlant, quel genre quels sont tes discours? Parce qu'il y a le péché, entre guillemets, par rapport à sa pensée, par rapport à sa parole et aux actes qu'on pose. Voilà. D'accord. Hommage à toi, cher doyen. Merci pour tout. Longue vie et bonne compréhension à tous ceux qui vous suivent. C'est Touré Ibrahim qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Patriarche, j'aimerais vous rencontrer. Ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis venue vous voir pour vous parler de mon épouse et moi. Aujourd'hui, rien ne va. C'est vrai qu'à l'époque, vous nous aviez dit que notre couple n'allait vraiment pas être de très... Je ne sais pas ce qu'il veut écrire. Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Patriarche. Non, de toute façon, c'est l'étude d'affinité. Bon. Je ne sais pas combien de gens cette étude a été proposée et d'aucuns ont accepté l'affaire. Et quand on fait l'étude d'affinité, cela ne veut pas dire que si quelqu'un est déterminé à prendre pour épouse ou pour époux, quelqu'un avec qui l'affinité ne va pas marcher. Non. Parfois, c'est des expériences parce que il va sans dire que peut-être moi-même qui fais ces études d'affinité, j'ai mené des expériences qui ont été des épreuves et que je n'ai pas eu mes yeux pour pleurer. Pourquoi? Parce que j'avais déjà compris que ça sera comme ça. Donc cette étude est nécessaire pour qu'on n'ait pas à pleurer, qu'on ne comprenne pas qu'on a eu une relation éphémère et ça n'a été ainsi. Bon voilà. Donc, ce n'est pas interdit que la personne revienne me voir pour qu'on en discute, comme il se propose à le faire. Voilà. Ok. Très belle émission, Patriarche. Depuis des années, je bégaye involontairement. Pourtant, durant mes 14 ans d'enfance, je n'ai jamais bégayé, mais souvent, je peux me tenir devant le monde et parler. Vraiment, le bégaiement me démoralise le mental et je ne me reconnais plus réellement. Non, on peut dominer sur le bégaiement. Ça dépend, il y a des exercices qu'il faut utiliser. Et puis, il a été prouvé que parfois, quand on bégaye, c'est que on a envie de vite parler. Bon, lorsque tu sais que tu bégayes, prends ton temps, tu respires avant de parler. Ne cherche pas à parler très rapidement. Et puis, il y a d'autres gens qui ne bégayent pas, mais lorsqu'ils se fâchent, ils bégayent. Et quand il bégaye comme ça, lorsqu'il est avec sa femme, il se met à taper sur sa femme, parce que en réalité, sa femme parle plus vite. Lui, il est là pour bégayer parce qu'il est fâché. À chaque fois qu'il se fâche, il tape sur la femme. À cause du fait qu'il n'arrive plus à passer le message, du moins, le dialogue ne peut pas passer, puisque lui, il ne se calme pas. Bon, il ne se calme pas pour parler posément, puisqu'il est fâché, il n'arrive plus à parler. Bon, et sa femme ne fait que parler là. Alors finalement, la bagarre. Voilà. En fait, il veut aller plus vite que son rythme. Oui, c'est que lui, il ne peut pas parler posément. Il ne bégaye pas quand il parle posément. Mais quand il est fâché, il veut vite parler, vite dire des choses et puis ça. Bon, donc c'est pourquoi on a remarqué que parfois, quand on est bègue, on peut maîtriser le bégaiement en utilisant certaines méthodes de communication, d'échange dans les paroles, qui sont telles que tu articules les mots, tu ne te précipites pas à dire quelque chose, parce que tu veux passer ta communication rapidement. Non.
Tu sais que toi, tu ne peux pas passer la communication rapidement. Tu commences à adopter une méthode. Et à force de faire ça, finalement, tu parles aussi comme tout le monde. D'accord. Bon, en dehors d'étudier d'autres paramètres, voilà un des paramètres qui marche. Moi, je conseille ça aux gens, ça a marché. Voilà. Mais, pour les tout petits, il paraît que en utilisant la coquille d'escargot avec de l'eau de source, ça peut corriger même pour les cela. grands, ça peut corriger aussi. Ah, même pour les grandes personnes. Et comment ça se passe exactement, patriarche? Il faut que tu boives l'eau dans la coquille, comme tu dis, pendant un bon bout du temps. Que ça devienne comme ton verre. Mais pas l'eau du robinet, l'eau de source. Oui, l'eau de source, ça dit qu'il faut trouver une source, pas l'eau, on a mis l'eau de javel ou bien à chaud et tout pour traiter de l'eau. D'accord. Est-ce que les jumeaux ont 7 vies? C'est Séni depuis Edea qui nous envoie ce message. 7 vies avec la lettre 7. 7. Oh, avec la lettre 7. Ah non, je ne peux pas. Avec le chiffre 7. Oui, pardon, le chiffre 7, je veux dire. Non, je ne veux pas savoir. Moi, je ne réponds pas aux questions qui n'ont pas été minutieusement étudiées. Est-ce que les jumeaux sont différents des autres enfants? Est-ce que les jumeaux ont un pouvoir? Il y a des faux, de bons jumeaux, de vrais jumeaux. Une fois, on a étudié ces problèmes-là dans une des éditions. Ça fait longtemps d'ailleurs. L'émission, ce n'est pas aujourd'hui, hein, ça fait plus de 4 ans déjà. Donc, ou c'est la 5e année ou comment. Alors, donc, il y a des sujets et des sujets que nous avons abordés. Et comme moi, je n'ai rien dans la tête, parce que moi, ma tête est vide, de peur de l'encombrer, m'embourber. Donc, quand je prépare une émission, je réponds aux questions par rapport à l'émission. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, appelez-moi aux antennes pour que je refuse et je réfléchisse. Il y a des mamans qui disent que ce n'est pas bien de gronder les jumeaux, de leur parler n'importe comment, on doit les chérir parce que s'ils se fâchent, voilà, vous pouvez même confondre le chemin qui mène vers... Oui, il y a les jumeaux qui, pour les mettre au lit, on les met de manière opposée. C'est-à-dire les pieds de l'un regardent la tête de l'autre. Parce qu'on suppose que à un moment de la nuit, ils peuvent s'asseoir, même quand ils n'ont qu'un mois, et causer. Pendant que vous dormez. Oui, et causer des choses très, très dangereuses par rapport au traitement que vous les menez. Oui. Bon, donc on a adopté un style de les faire coucher, parce que, voilà. Alors, il y a plein de, comment on peut dire, de choses qui se disent sur les jumeaux. Bon, moi je ne sais pas. Donc, Patriarche, selon vous, est-ce qu'on devrait gronder les jumeaux? Non, on devrait les traiter comme tous les autres enfants ou bien on les traite comme les autres enfants parce qu'il faut savoir parler aux enfants, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des jumeaux. D'accord. Hein, parce que les enfants sont comme les souris. Quand tu ne veux plus les souris chez toi, il faut les parler. Hein? Voilà. Si tu ne les parlais pas, ils ne vont pas se réunir et dire qu'ils ne dérangeons plus cette personne. Donc, on va se quitter sur ce message d'Étienne de PK12. Bonsoir, patriarche. Merci pour ces conseils. J'ai un souci avec les souris dans ma maison. Je ne sais pas si c'est mystique et si oui, comment y remédier? Ah non, les souris, moi, je ne vais pas dire quelque chose. Hein. Il y a des sons, il y a des sons, patriarche. Oui, mais ces sons-là, si ça tue les souris, ça chasse les souris, ça peut faire du mal à un être humain. Voilà, donc on ne peut pas donner ces sons-là à l'antenne. Hors antenne, que la personne appelle hors antenne. Hors antenne, on va voir, parce que ce n'est pas des choses qu'on distribue comme le bout de pain. D'accord. Il faut s'initier. D'accord, d'accord. Patriarche, on est arrivé au terme de cette édition. Alors, votre mot de fin? Bon, le mot de fin, c'est que nous sommes toujours sur le registre de la réincarnation, parce que nous supposons que la vie de quelqu'un est à étudier à fond. Avant qu'on arrive à bien faire la méditation, il faut d'abord comprendre tous les paramètres de la vie qui peuvent empêcher à ce que, même en faisant la méditation, comment qu'on n'ait pas des solutions à ces problèmes. Voilà. D'accord, ça sera tout. Oui, oui. Merci beaucoup, patriarche, pour tous ces enseignements. Merci.
Chers téléspectateurs, on a passé un excellent moment avec vous et on espère que vous aussi. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.